Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 109e numéro du Synthé Night Club. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour débriefer une deuxième victoire consécutive. Et ça fait vraiment du bien. Très agréable en termes de résultats car on se replace dans le bon wagon, on se remet en ordre de marche pour accomplir l'objectif de la saison, et en même temps très agréable car le match était suffisamment soporifique pour pouvoir parler tranquillement avec ma copine. Et franchement, même si d'habitude je suis le premier à râler sur les analyses purement résultatistes, je signe volontiers pour me faire chier devant ma télé si c'est pour avoir le cœur un peu plus tranquille. Mais attention, le début de bonne Michael série, oui je fais une Joss Randall, que nous sommes en train de vivre, ne doit pas occulter les nombreuses lacunes qu'il reste à corriger, et on va discuter de ça ensemble ce soir. Pour parler de tout ça, nous avons réuni ce soir un plateau d'experts de qualité, avec tout d'abord Alex de Peuple Vert. Bonsoir Alex. Salut à tous, ravi d'être avec vous encore après une victoire, voilà, ça devient une habitude. Ça se sent que t'es ravi, il y a du sourire dans la voix et ça fait plaisir. C'est vrai. Avec nous également ce soir Sylvain de Green Prospect. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Alex, salut Keun, ça fait plaisir. Bonsoir à mon Carlito aussi évidemment. Et ça fait plaisir de débriefer une victoire. Ça m'est pas arrivé souvent. Cette saison, ça m'était pas encore arrivé. Et l'année dernière, j'ai pas eu le droit à beaucoup de victoires non plus. Donc j'en suis ravi. C'est vrai qu'on a partagé quand même pas mal d'émissions ensemble, Sylvain, et on n'en a pas eu beaucoup des victoires à se mettre sous la dent, donc on va en profiter. Exactement. Et puis avec nous également ce soir, Karl de Carlusso. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Comment tu vas Karl ? Ça va. C'est 2 victoires de suite, c'est pas tous les jours, tous les jours et tous les week-ends de l'année, donc on va s'en satisfaire évidemment malgré le contenu du match. T'étais où hier, Karl ? Hier, non mais on va pas en parler, j'étais dans le stade interdit, mais voilà, on n'en dirait pas plus. C'est quoi le stade interdit ? Un stade dans la banlieue de Saint-Etienne, enfin dans un milieu lointain, mais dans la banlieue de Saint-Etienne. Ah, ok, intéressant. C'était pour aller voir du rugby, rassure-moi. Ah, évidemment, je mettrais pas un pied dans le stade. Évidemment. Et bonsoir également à vous qui êtes présents dans le chat. Je vois Joss, je vois Céline, Leïla Reb, Piazza, Le Breton, tout ça. Bonjour tout le monde, ravi d'être là avec vous ce soir et merci à vous aussi qui nous écoutez en podcast. J'en profite pour dire que les audiences cette année du Synthé Night Club ne font qu'augmenter, donc j'en profite pour vous remercier. Allez, c'est parti, on commence avec le débrief du match contre Concarneau. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, on va débriefer ce match, cette victoire 1-0 sur le terrain de Lorient, puisque le match se jouait à Lorient ce week-end. On va commencer simplement avec une chose que vous avez aimée, une chose que vous n'avez pas aimée de cette rencontre. Et je vais commencer avec toi Sylvain. Alors, une chose que j'ai aimée très très rapidement, c'est le fait que depuis 2 rencontres, et ça a encore été plus flagrant, j'ai trouvé contre Concarneau, on fait preuve de pragmatisme. On a changé de système, on est désormais bien plus costaud, et au-delà du fait d'être costaud, on arrive à être efficace sur le peu d'occasions qu'on arrive à se procurer. Donc c'est tout bénef, c'est pas très chouette à voir, mais je fais partie de ceux qui ont suffisamment râlé sur les inventions de Laurent Batles en 3-5-2, 3-6-1, 3-4-3, 3 je ne sais quoi, pour ne pas se satisfaire de ce genre de scénario, même si c'est pas le plus beau des footballs, c'est un football dans lequel on avance, dans lequel on va pouvoir travailler sur le contenu après, et avec plus de sérénité, parce qu'au regard du début de saison, il est quand même nécessaire de retrouver une certaine sérénité et confiance, et cela passera obligatoirement par des résultats. C'est sûr. Donc, si on doit dans un... C'est sûr que travailler la semaine avec une victoire dans les pattes, c'est pas la même ambiance de travail, ça c'est sûr. Clairement pas, et puis maintenant c'est un groupe qui a besoin de retrouver de la confiance pour être plus ambitieux dans le jeu, et les 2 victoires vont aider à cela, et on espère qu'ils vont pouvoir enchaîner avec les matchs à venir aussi positivement. Et un truc que t'as pas aimé ? Un truc que j'ai pas aimé, le manque de maîtrise après le but.
Je trouve que on s'est liquéfié après le but. On a vraiment manqué comment dire, d'expérience, voilà, on a offert le ballon à Concarneau et pendant 20 minutes, on a fait le dos rond de façon un peu, comment dire, amateur. Voilà, j'aurais préféré plus de maîtrise, j'aurais préféré qu'on soit capable de faire tourner le ballon, j'aurais préféré qu'on joue beaucoup mieux les coups en contre parce que finalement, du coup, Concarneau s'est découvert, il y avait nettement mieux à faire en contre. Donc voilà, c'est vraiment l'après-but. Après, encore une fois, c'est une équipe qui est malade, c'est une équipe qui a 8 jours avec son entraîneur au bord du précipice et l'équipe dans une situation très 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 compliquée. Donc il faut aussi ne pas oublier que 8 jours plus tard, avec 2 défaites, c'est quand même pas trop mal d'avoir 2 victoires au-delà de penser au contenu. Ok, Alex, de ton côté, une chose que tu as aimé, une chose que tu n'as pas aimé. Alors, je vais faire assez rapide, mais ce que j'ai aimé, c'est l'entrée de Sissoko. C'est la deuxième fois qu'il nous fait une belle entrée. J'avoue que je commençais un petit peu à regarder sa manière de jouer avec de manière circonspecte un petit peu. Je le trouvais pas forcément très très efficace, ni très généreux dans ce qu'il proposait. Et là, est-ce qu'il retrouve le rythme? Est-ce qu'il se sent plus à l'aise? Est-ce que le fait de rentrer le rend aussi plus à l'aise? Est-ce qu'il a profité de l'usure des défenses par notamment Gaëtan Charbonnier qui a fait un match insipide, hein, il faut être clair. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé son entrée, son pragmatisme à lui aussi, et le fait qu'il nous donne la victoire. Et puisqu'une équipe, quand elle monte, doit pouvoir s'appuyer sur l'une ou l'autre individualité, pardon. Là, j'ai la sensation qu'on peut s'appuyer sur un attaquant qui marque des buts et pas que des pénaltys. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour ce que j'ai aimé. Alors, ce que j'ai pas aimé, on partageait la même chose avec Sylvain, mais c'est la preuve qu'on se concerte pas forcément avant l'émission. Mais en effet, moi, ce manque de maîtrise, je l'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, mais je trouve autre chose peut-être dans ce que j'ai pas aimé, c'est la prestation de Gaëtan Charbonnier. Maintenant, est-ce que c'est son retour de blessure qui fait qu'il est complètement en dedans? C'est aussi la deuxième entrée assez catastrophique de Benteg, dont on se demande comment Laurent Batles va pouvoir l'exploiter avec ce changement de système qui fait ses preuves. Et qui pousse Benteg à jouer dans un rôle de milieu offensif qui a priori n'est pas le sien. Ouais. Parce que s'il court vite et s'il aime être devant la cage, on a rapidement remarqué que pour le moment, il avait des pieds davantage carrés que ronds. Donc voilà, ça j'ai pas aimé du tout. C'est vrai qu'il en rate quand même une bien grosse à la fin. Alors, vous avez évoqué des points très intéressants. On va revenir un petit peu sur les individualités. Avant ça, Karl, dans le chat, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la température au niveau de ce qui est positif et négatif? Bah c'est assez mitigé. Il y a tout et son contraire en fait, dans le chat. Il y a Deontopo qui nous dit on est cohérent, c'est déjà bien. Et puis juste après, il y a le Cato 42 qui nous dit que c'était quand même bien dégueulasse. Il y a Fan Santé qui dit qu'il trouve qu'on a maîtrisé le sens du match. Il y a Jo 42 qui note que son action préférée, c'est l'accélération et la passe de Bouchouari évidemment, et également la parade de l'Arseneur en première mi-temps. Joss qui note qui préfère retenir le résultat et davantage de maîtrise depuis 2 matchs. Et Leïla qui résume en disant je n'ai pas aimé la première mi-temps et j'ai aimé seulement 10 minutes de la seconde mi-temps. Après évidemment ça note en individualité. L'Arseneur vraiment très bon, il nous sauve les meubles. L'Arseneur très bon depuis le début de saison. Il y a Ibrahim va franchir les 20 buts cette année, ça c'est une prédiction de Fan Synthé. Et sinon il y a Charbonnier qui fait débat dans le chat, et il y a Fan Synthé qui trouve lui qu'il est le meilleur de match en match. Je pense qu'on y reviendra sur son clair. Ok, bah justement, ouais, j'avais vu aussi des messages un petit peu positifs sur Charbonnier. Et pourtant, Alex, toi, tu as été très déçu de sa prestation. Sylvain, toi, Charbonnier, est-ce que tu es inquiet pour son niveau global d'après croisé ou au contraire, tu penses que c'est juste une histoire de temps et que ça va le faire assez vite?
Il est assez commun de dire que quand on se fait une rupture du ligament croisé, qu'on met environ 6 mois, donc 6 mois pour les joueurs professionnels, hein, parce que pour les joueurs amateurs c'est bien plus que 6 mois, entre 6 et 8 mois pour revenir et qu'il en faut au moins autant pour retrouver la plénitude de ses moyens. Donc voilà, on l'a re-signé et c'est peut-être ça plutôt la question à se poser, c'est qu'on l'a re-signé en connaissance de cause. Certes, il a été très rapide dans son protocole de rééducation, il est revenu très vite sur le terrain. A priori, voilà. Oui, c'était en février qu'il s'est fait croiser ça. Hein. C'est ça, début février, ouais. Donc, en termes de retour, c'est quand même assez honorable la vitesse à laquelle il est revenu. Franck, honorable. Bravo. On la garde. On la J'arrête de te couper, vas-y. Ouais, j'ai vu que t'avais pas envie que je parle, bon, c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, ça donne du relief quand même à ses prestations. Bien sûr que ses prestations sont insuffisantes, mais elles sont insuffisantes parce qu'on attend de Charbonnier ce qu'on a pu voir pendant le mois et demi qu'il était là la saison dernière. Voilà, on le verra pas tout de suite, c'est certain. La question que je me pose, c'est pourquoi il lui donne autant de temps de jeu et qu'il lui laisse plus d'une heure de jeu alors que justement il voit bien qu'il est en difficulté et que j'ai pas l'impression que c'est lui rendre service de faire ça. Après, est-ce que c'est un choix voulu? Dans les deux cas, Charbonnier il a joué 60 minutes, Sissoko il est rentré derrière et met le but de la victoire à chaque fois. Est-ce que c'est un plan de jeu établi au départ? On peut se poser la question, quoi qu'il en soit, quand il y a 2 victoires, on peut moins être critique par rapport au choix de l'entraîneur et on peut se poser la question de savoir si c'était fait exprès. Et à ce moment-là, si c'était fait exprès, on ne peut que dire bravo puisque le choix est payant. Tout à fait. Ouais, je ne sais pas si Laurent Batles est dans ce calcul-là, honnêtement. Je pense que Laurent Batles a été aussi assez déçu des prestations de Sissoko qui fait avancer le compteur but, mais dans le jeu n'apportait pas vraiment ce qu'il devait apporter. Maintenant, Gaëtan Charbonnier me fait un peu penser à Robert Berić par certains côtés, après son retour de blessure, qui était devenu un joueur tel qu'on ne l'avait pas connu avant la blessure. Plus jeune, certes, mais avec cette, alors peut-être pas de l'appréhension, mais de l'approximation, avec un peu plus de transparence dans le jeu. Là, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que Gaëtan Charbonnier, c'est quand même un joueur qu'on attend à la finition, qu'on attend de la tête, et qui à la finition est extrêmement maladroit. Alors, ok, hein, peut-être que là il a besoin de reprendre du rythme. De la tête, je l'ai pas vu faire une tête, si ce n'est une tête de remise, mais à aucun moment une tête pour frapper vers la cage. Et je l'ai même vu, et alors là, j'ai failli tomber de mon fauteuil, tirer un corner. Quand on connaît la qualité du joueur de la tête sur des corners, je me demande bien ce qu'il fait au point de corner. C'est-à-dire que c'est un joueur, je me demande même s'il perd pas un peu de lucidité. Il est encore lucide. Alex, Batles a dit, je sais plus si c'était en conférence de presse ou en interview d'après-match, qu'ils avaient beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, et notamment les coups de pied de coin à l'entraînement. Donc si ça se trouve, il s'avère qu'après de nombreux tests, il faisait partie des meilleurs tireurs. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, voilà, en sortant de cet aspect-là, je pense que la véritable question, c'est pourquoi donner autant de temps de jeu, une heure sur un garçon qui a une demi-heure dans les jambes. Voilà, au-delà du fait qu'il ait 35 ans, au-delà du fait qu'il revient de croiser, on se voit bien que sur l'aspect physique, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt dans les duels, il a du mal à tenir le ballon. Même les choses qui font ses forces n'en sont actuellement pas. Donc à partir de là, ça interroge de l'envoyer sur des joueurs qui sont plein gaz en début de match et qui vont le lever, quoi. Donc moi c'est ça qui m'interroge. Après, encore une fois, je me répète, ça gagne. À partir de là, écoute, s'il est titulaire tous les matchs et que ça gagne tous les matchs, écoutez, si c'est la formule, qu'on la laisse. Hein. Sylvain, je peux te poser une question? Excuse-moi, vas-y. Pose la question. Mais Sylvain, est-ce que tu penses que Batles a voulu un petit peu sortir de sa zone de confort Sissoko en utilisant Charbonnier finalement? Je ne sais pas s'il a voulu le sortir de sa zone de confort. Je pense surtout qu'il n'en est pas 100% convaincu et qu'il considère que pour jouer au ballon, Charbonnier sera plus utile. Voilà. Après, le fait est que Sissoko rentre et marque 2 fois.
il va falloir qu'il se fasse à l'idée que Sissoko, c'est un mec qui est là pour la mettre au fond. Il n'est pas là pour créer du jeu. Il n'est pas là pour s'inventer des dribbles, de casser des lignes comme le faisait Crasso l'année dernière. À partir du moment où il se sera mis ça en tête et qu'il fera en sorte que les deux joueurs de couloir lui jettent des ballons dans la surface pour qu'il marque, il finira à 20 buts. Et on aura réglé un grand problème, je pense. Donc la question, c'est de savoir qui, derrière Sissoko, est capable de casser les lignes et d'apporter ce danger et la dernière passe. Les ailiers ou Bouchouari ou enfin les relayeurs, ça va être aux ailiers de faire le boulot, ou bien en relayeur. Bouchouari notamment l'a fait sur le but contre Concarneau par exemple, tu vois. C'est vrai. Karl, très bon match de Bouchouari. Sur ce débat autour de Charbonnier-Sissoko, qu'en pense le chat? Je vois que c'est divisé un petit peu. Ouais, c'est totalement divisé. Il y a ceux qui sont plutôt indulgents en prenant son âge, sa blessure en compte, et il y en a d'autres qui trouvent qu'en fait, même s'il faut lui laisser du temps, on n'a pas forcément le temps, nous, l'équipe. Comme le dirait Thierry Henry. Oui, voilà, il n'y a pas de temps pour le temps. Il y a Déon Toupou qui nous dit Charbonnier à 35 ans, il revient d'une grosse blessure, il faut l'aligner, ça va revenir, il va aider dans 2-3 mois pour la seconde partie de saison. Il y a Jo42 qui au contraire trouve que sa signature est une erreur selon lui. On verra les résultats de Charbonnier à partir de janvier, sauf que il reste encore 3 mois. Il y a Bibluneta qui nous dit perso, je trouve qu'il épuise les défenses. En plus, il se remplit physiquement, il retrouve des sensations, ça m'ira très bien sur cette première partie de saison, et sur les 6 derniers mois, je le sens bien en planter un ou deux très importants. Lui donner du temps de jeu, c'est l'aider à revenir plus rapidement à un niveau entre guillemets normal pour l'outre génial. Jeff 0142, bizarrement Sissoko court, fait des appels depuis qu'il n'est pas titulaire. Bravo Batles de l'avoir mis sur le banc. Le mec il revient des croisés, vous êtes trop dur, c'est pas possible, il sera pas le titu, mais il sera important, c'est sûr. Et sinon il y a Joss évidemment qui fait toujours des lipettes et qui nous dit 100% d'accord avec le gamin Sylvain. Voilà. Et j'ai vu un message et de juste pour ajouter... qui m'a fait rire. En ce moment, Charbot, c'est la vitesse de Soderlund, la justesse technique de Pintor et la finition de Charlaby. Oui, je t'écoute, Sylvain. Juste pour remettre en perspective une chose, c'est que Laurent Batles, il fait sans Ibrahima Wadji actuellement. Et je suis convaincu que si Ibrahima Wadji était disponible, c'est probablement lui qui jouerait en lieu et place de Gaëtan Charbonnier actuellement. Voilà. Tout à fait. Et transition parfaite. Je vois aussi Kevin dans le chat qui dit vivement que Wadji revienne, il fera du bien. Justement, c'était pas prévu au programme, mais j'ai quand même bien envie de vous poser la question. Là actuellement, depuis 2 matchs, on est passé sur un système en 4-3-3. Dans ce schéma-là, on a 3 joueurs pour un poste avec le retour de Wadji qui devrait arriver dans pas si longtemps. Charbonnier, Sissoko et Wadji. Alex, tu verrais qui en pointe si jamais on devait rester dans ce système-là? Et est-ce que Wadji pourrait trouver une place peut-être sur un côté comme on l'a vu à certains moments, mais même si ça n'a pas été forcément très, très rentable? Wadji, à mon sens, a sa place dans ce schéma. C'est sûr que la question peut se poser parce que on manque quand même de prise de profondeur. On voit que notamment sur la fin de match, quand Concarneau se découvre, c'est difficile d'aller chercher les ballons en profondeur, même si Sissoko l'a plutôt bien fait, ou en tout cas a essayé de bien le faire. Moi, je suis assez fan de Wadji en fait, et ce système peut tout à fait être adapté à ce joueur avec un jeu qui va devoir évoluer peut-être vers en effet un joueur de profondeur plutôt qu'un joueur pivot qui va distribuer sur des ailiers. Voilà. Mais moi, je le vois dans ce système. Sylvain, t'es d'accord ? Moi, je pense que ça sera variable en fonction des oppositions qui nous sont proposées. Si on joue des blocs bas, si on joue des blocs médians, que ce soit quand, par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir Ibrahima Wadji. Par contre, un match où on va jouer une équipe comme on a pu jouer contre Valenciennes, par exemple, qui nous attend et qui cherche qu'une chose, c'est à nous contrer. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'intérêt à aligner Ibrahima Wadji, et peut-être que Charbonnier ou Sissoko auront plus d'intérêt dans ces matchs-là, avec une multitude de centres et des ballons qui traînent dans la surface et très peu d'espace dans le dos des défenseurs. Donc après, avec les 3 attaquants qu'il a, il a 3 options différentes, avec des profils différents. Ce sera à lui aussi de faire preuve d'intelligence en fonction de l'opposition qui lui est proposée, je pense. Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas accepter à un moment donné aussi de moins maîtriser le ballon, de jouer un petit peu moins haut, d'aspirer les équipes pour mettre finalement en valeur des joueurs de profondeur? Parce que j'entends ce que tu dis, c'est pour ça que je dis contre Concarneau, quand Concarneau a commencé à se livrer, en effet, un joueur de profondeur aurait été intéressant.
Mais est-ce que à un moment donné, on ne doit pas aussi renoncer à cette hyper-domination, euh, comme c'est parfois le cas, hein, et de s'installer et de finalement se heurter à un verrou qui est difficile à casser? C'est une vraie question. Après, j'ai l'impression que ça a déjà en partie été fait quand on regarde le match contre Caen et Concarneau. Concarneau a eu davantage de possession que nous, hein. Je rappelle quand même, lors du dernier match, Caen a également eu davantage de possession que nous. Bon, c'est des matchs à l'extérieur, on verra quand ils vont venir à domicile les oppositions qui sont proposées. Quoi qu'il en soit, c'est quand même difficile de laisser volontairement le ballon à l'adversaire. Ça reste, le football est quand même joué pour avoir le Bien ballon sûr. dans les pieds. Si tu as la possibilité de t'installer dans un match et de proposer une sorte d'attaque-défense à l'équipe adverse, c'est quand même toujours plus favorable. Et même si c'est difficile de faire péter le verrou, si tu arrives à le faire péter une fois, après le match devient tout de suite plus facile. Ce sera à nous de trouver les solutions avec peut-être des profils différents dans ces matchs-là, des profils de joueurs différents. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas être effrayé aussi du fait de dominer. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, qu'il a été, je pense, à un moment donné Oui, avec Batles. oui. Mais il ne faut pas être effrayé non plus de dominer. Le football, c'est quand même un sport de domination, un sport de terrain, de gagne-terrain. Et d'être dans le camp adverse plus régulièrement que son adversaire, ça optimise quand même normalement les chances de gagner le match. Et oui, tu peux pas prendre de but si tu as le ballon, on se souvient tous de cet adage. Avant qu'on termine ce débat sur le 9, Karl, le retour de Wadji, comment il est envisagé dans le chat? Mais écoute, il y a Leïla qui pose la question, est-ce que Wadji et Sissoko ne seraient-ils pas compatibles plutôt? C'est ça la question. Il y a Jo42 qui préférait voir Wadji en rotation de Sissoko. Bibouneta qui nous dit, pour moi, peu importe qui sera le numéro 9 titulaire, ce sera simplement celui qui a le plus de statistiques. Et qu'on soit fan de Wadji ou pas, Sissoko semble bien parti. Sissoko doit être titulaire. De toute façon, vu le nombre de centres qu'on met dans la boîte, autant avoir un joueur de profondeur, ça c'est chose. On est à Saint-Etienne, on doit pas avoir peur de Concarneau. Sissoko et Wadji dans un 4-4-2, pourquoi pas? C'est Jo42 Tout à TV. fait, Question. tout à fait. Le Voilà. 4-4-2, c'est une vraie réflexion à avoir avec des attaquants comme Wadji, Sissoko et Charbot, et Charbot et Sissoko peuvent être complémentaires, hein. On pense toujours aux petits rapides et aux grands pivots, mais les deux peuvent être complémentaires. Et le 4-4-2, c'est peut-être aussi une évolution naturelle vers laquelle Laurent Batles peut aller, maintenant qu'il a compris, ou en tout cas qu'il a vu qu'à 4 derrière, on pouvait être plus solide qu'à 3 avec les pistons. Peut-être qu'il faut travailler en effet sur le milieu et l'attaque pour voir ce qui pourrait être le plus favorable. Eh ben justement, Je te rejoins. ouais, vas-y Sylvain. Je te rejoins sur l'association Sissoko-Charbonnier parce que on dit qu'il faut le petit rapide et le joueur qui joue dos au jeu, mais Sissoko c'est un faux lent quand même, hein. Moi je suis convaincu dans la profondeur, une fois que tu le trouves dans le bon sens, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont réussir à revenir, hein, parce qu'il faut lui faire le tour après une fois qu'il est passé devant. C'est quand même une sacrée bête, hein. Et il n'est Ouais. pas si lent que ça. C'est vrai. Oui, bah il a marqué quand même 2 buts sur des jolies contre-attaques. Juste, du coup, Sylvain, en début d'émission, tu parlais du fait que parmi les choses que tu avais aimées ce week-end, c'était entre guillemets la fin des turpitudes tactiques de Laurent Batles qui s'embourbait un petit peu dans son 3-5-2. Première question, c'est comment tu justifies le fait qu'on soit revenu à ce 4-3-3, et est-ce que tu penses que c'est un schéma qui doit maintenant être maintenu, ou est-ce que au contraire il faut essayer de s'adapter un petit peu à chaque fois en fonction de l'adversaire, ou est-ce que au contraire il faut essayer de choper une stabilité et rester sur ce 4-3-3 qui a l'air de plutôt bien fonctionner actuellement? Moi je pense déjà, pour revenir à ce que je disais par rapport au choix tactique de Laurent Batles, je pense que dans un premier temps, tu dois faire un état des lieux de ton effectif et voir ce qui est possible de faire avec cet effectif. Aujourd'hui, son idée du 3-5-2 ou 3-6-1 qui était utilisé en fin de saison dernière et qui semble être un peu sa marque de fabrique, hein, puisque c'est le système qu'il a utilisé à 3 et avec lequel il a performé dans l'Aube. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que d'être revenu dans un 4-3-3, ça donne de la sécurité à beaucoup de joueurs. Ouais. Denis Sapia rejoue dans son meilleur rôle.
Tout à fait. Et ça, c'est une évidence. Cafaro rejoue dans son meilleur rôle. Et ça, c'est une évidence aussi parce qu'il a moins de tâches défensives. Je trouve que le duo Briançon-Batou-Binsika est bien meilleur depuis qu'on est repassé à 4, notamment Batou-Binsika, qui était en grande difficulté sur les premiers matchs. Alors, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il n'était pas encore au top physiquement et qu'il est en train de monter en puissance. Mais je suis convaincu que le changement de système n'y est absolument pas anodin. Et puis, à un moment donné, dans un match, quand tu sais que tu concèdes très peu d'occasions, chose qui n'était pas notre cas avant, hein, on concédait un nombre d'occasions qui était énorme dans un match, lié au déséquilibre du système. Quand tu concèdes moins d'occasions, et ben bizarrement, même quand t'es pas très chouette, tu gagnes 1-0 dans un match où t'as pas tellement maîtrisé les choses, mais en même temps où t'as pas été grandement mis en difficulté. Ouais. Donc c'est pas le football le plus attractif, mais aujourd'hui je vois pas en quoi Laurent Batles changera son 4-3-3 ou le transformera en 4-4-2, mais en tout cas je vois pas en quoi cette défense à 4 va changer. En tout cas ça serait vraiment une obstination de sa part de vouloir revenir à ça, ou alors qu'il le fasse ponctuellement sur un match où il tente un coup tactique, comme avait pu le faire à l'époque Galtier lors du derby à passer en 3-5-2, et ça avait été un coup de maître avec la victoire 3-0, mais je le vois pas réinstaller ça de façon régulière, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que l'équipe fonctionnera avec cette formule-là. Tu parles du 3-0 avec les buts de Gradel, Coad et Tout à fait. Et Van Sam, Wolfswinkel. Ah non, et Van Wolfswinkel, c'est ça. Justement, Alex, tu parlais aussi de l'entrée de Mermoud Bentaïg en fin de match, qui décidément ne fait pas un bon début de saison. On va lui laisser du temps évidemment, mais si jamais on devait rester à 4 derrière, quelle place pour Bentaïg, qui a l'air vraiment au contraire adapté au rôle de piston et aurait difficilement sa place en tant qu'ailier gauche ou difficilement sa place en tant que latéral gauche? Bon, ce qu'il y a d'évident, c'est vrai, c'est que c'est un piston. C'est quelqu'un dont on n'a pas vraiment vu encore les qualités défensives. En tout cas, je l'ai vu meilleur dans ses interventions défensives que dans ses interventions offensives. Alors, il est généreux, hein. On ne peut pas lui enlever sa générosité. Il a envie de bien faire, il a envie de montrer qu'il peut apporter à cette équipe. Mais voilà, l'envie, ça ne suffit pas. On sait aussi dans quelles conditions il a été recruté. Ça a été une sorte de panic buy, hein. Il a fallu trouver un piston gauche après le départ de notre ami dont j'ai perdu le nom. Nkunku. Voilà, de Nkunku, voilà. Et donc, c'est Bentaïg qui est arrivé comme profil le plus intéressant parmi tous les joueurs de ces fameuses 40 ligues qu'observe Loïc Perrin chaque jour. Donc, il y a un moment donné, d'abord, il faut lui laisser du temps, ça c'est sûr. Ouais. Il ne mérite pas d'être jugé sur 3 entrées. Il mérite d'être jugé quand il aura eu quelques statuts de titulaire, quand il se sera entraîné suffisamment avec ses coéquipiers, quand au niveau de la langue et de la communication avec les joueurs, il aura évolué aussi. Et puis, quand il jouera à son poste, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de se poser la question entre arrière latéral et ailier offensif. C'est-à-dire, Tabanou a mis une saison à s'adapter à ça, à l'époque, à Saint-Étienne, quand Galtier l'a rétrogradé arrière latéral. On ne peut pas demander à Bentaïg de réussir au bout de 2 entrées en jeu. Ouais. Qu'est-ce que ça dit au niveau du système tactique proposé par Laurent Batles, Karl, dans le chat? Hop, là, je remets le micro. Écoute, chacun y va un peu de son système de jeu. Il y a Jeff qui nous dit, s'il repasse en 3-5-2 et qu'il perd, Batles passera pour un con. Après, il y en a qui proposent leur 4-4-2 avec effectivement Wadji et Sissoko. Bon, ça, c'est les Show 42 qui proposaient d'ailleurs. Après, juste, tu dis qu'il passera pour un con, il passera jamais autant pour un con qu'Arnaud. Oh, bravo. Elle est belle. Regarde celle-là aussi, Sylvain, ou pas? Elle est belle. Moi, je vais partir de l'émission, par contre, je vous le dis. Je comprends, je croyais que c'était une émission sérieuse à la base, je suis en train de tout dilapider. Je te laisse continuer, Karl. Philippe nous dit qu'avec nos joueurs, le seul système qui nous convient, c'est le 4-3-3 ou le 4-4-2, mais pas le 3-5-2 qui n'est pas fait pour nous pour l'instant en tout cas. Il y a Jeff qui nous dit, après, outre le changement de système, l'apport de Tardieu est aussi très important dans les victoires récentes. On l'a noté la semaine dernière, Just l'a encore noté aujourd'hui
dans sa chronique. Il y a, lui, il y a Léon Topou qui nous parle de Bentaï, qui nous dit que lui pour l'instant c'est une catastrophe. Je comprends pas comment des gens peuvent vouloir mettre Petro sur le banc et le mettre à sa place. Bentaï qui a vraiment du mal. L'outre original qui nous dit Batles l'a fait l'année dernière, non? On a joué en 4-3-3 le temps que l'équipe se mette en confiance, puis on est retourné doucement vers le 3-5-2 en seconde partie de saison. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché à l'époque, le passage à 4 quand il l'avait tenté. C'est vrai d'ailleurs. Et il y a un match contre Metz, je crois, où il était passé en 4-3-3 et où ça avait été catastrophique. Voilà, sinon c'est à peu près un petit état des lieux de ce qui se dit dans le chat. Ok. Faut pas oublier une chose, c'est que Laurent Batles, avant Concarneau, il était pas sauvé. Hein. La victoire à Caen ne l'a pas sauvé. La victoire à Caen lui a donné une semaine de répit. S'il perdait à Concarneau, je pense qu'au club, la question se posait réellement de savoir si on continuait avec Laurent Batles ou pas. Là, il a gagné à Concarneau dans une forme de logique sportive sur le papier. Donc, il se donne, on va dire, une chance d'aller à 3 en jouant quelque chose d'intéressant et d'asseoir finalement le crédit qu'il aura gagné sur ces 2 victoires à l'extérieur, qui ne sont pas anodines, qui sont importantes, mais qui étaient attendues, notamment celle à Concarneau. Donc, Laurent Batles, il ne faut pas qu'il joue trop avec le feu. Il a pu tenter le 4-3-3 pour tenter quelque chose d'autre. Maintenant, ce n'est pas le moment de s'amuser à nouveau à repartir sur un système qui l'a mis au bord du précipice. Justement, on a parlé un petit peu du jeu d'un point de vue purement résultatiste. Là, Saint-Étienne se replace 8e ou 7e, enfin en tout cas à égalité de points pour le moment. Est-ce que justement, Alex, toi, cette bonne série en cours avec plusieurs matchs sans défaite et même 2 victoires consécutives à l'extérieur fait qu'on peut réenvisager les objectifs de début de saison, donc la montée qui est la deuxième saison de Batles, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire? Oui, non, de toute façon, les objectifs n'ont pas changé puisqu'on n'est qu'au début de saison et qu'on est dans les temps de passage. Donc aujourd'hui, les objectifs n'ont pas de raison de changer ni d'évoluer et je ne pense pas que les objectifs aient changé même il y a 2 journées de championnat. On a des dirigeants qui ont affirmé et qui assument complètement d'avoir annoncé un objectif de montée en fin de saison. Bêtise ou pas bêtise, mauvaise com ou pas mauvaise com, aujourd'hui c'est fait, c'est dit. Donc l'objectif de Saint-Étienne, c'est de finir premier, deuxième ou de gagner les barrages avec un club de Ligue 1. Voilà, c'est tout. Donc à partir de ça, aujourd'hui, les 6 points qu'on vient de récupérer sont hyper importants. Encore une fois, on est dans les temps de passage. Si on gagne contre 3, on peut s'installer dans le podium de Ligue 2. Il ne faudrait pas que maintenant on commence à avoir... Oui, 3 qui va pas bien en plus. Alors justement, ça m'inquiéterait presque trop que 3 aille pas bien parce qu'on est largement capable d'être l'exception qui confirme la règle. Mais en même temps, si on veut monter, il faut qu'on soit solide. À l'extérieur, on le prouve. À domicile, il va falloir le prouver dans un stade qui va sonner un peu creux les 2 prochaines journées. Mais surtout, il va falloir qu'on soit solide et qu'on ait des certitudes. Pour l'instant, ça n'est pas une équipe qui montre des certitudes sur le terrain. Elle se décompose dans des moments clés de la partie. Ouais. Ça nous réussit pour le moment parce qu'on ne prend pas de but. Mais attention, on n'est pas guéri. Justement, si on fait une photographie du classement à l'heure actuelle, Sylvain, pour toi, Saint-Étienne est à sa place là actuellement ? On peut pas se poser cette question-là dans le sens où moi je ne culte pas le fait qu'avant cette trêve internationale et les 2 victoires qui viennent d'arriver, on était nettement en dessous de nos possibilités. Ouais. Aujourd'hui, la victoire contre Concarneau, c'était sans manquer de respect à Concarneau, sur le tableau de marche, c'était quelque chose qui était envisagé. En revanche, la victoire à Caen, elle était peut-être moins envisagée. On aurait peut-être pu penser qu'aller chercher déjà un point, ça aurait été une bonne chose contre un concurrent. Voilà, force est de constater qu'on a pris 3, c'est très bien, ça rattrape pas les 2 points perdus contre Valenciennes, ça rattrape pas les points perdus à Rodez, ça rattrape pas les points perdus à domicile contre Grenoble. Voilà. Alors évidemment qu'on va pas gagner tous les matchs, il faut pas rêver, faut pas se prendre pour des autres, mais voilà. Avec ces 2 victoires, on est revenu dans quelque chose de convenable, mais pas encore de satisfaisant, parce que les ambitions annoncées, c'est d'être dans les 2 premiers, ou au moins dans les 5. Or, à l'heure actuelle, on n'est ni dans les 2 premiers, et encore moins dans les 5. Donc voilà. Par contre,
si on a la bonne idée de venir gagner à 3 ce week-end, qui, je le rappelle quand même, a un entraîneur qui est une équipe qui, depuis qu'elle a changé d'entraîneur, a gagné 2 matchs sur 31 avec leur coach issu du City Group. Là. 2 matchs sur 31, ils ont gagné. Donc c'est une donnée à prendre en compte. Et j'espère qu'on n'aura pas la bonne idée de leur donner leur 3e victoire en 32 matchs. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah, justement, tu parlais des 2 premières places donc, qui sont réservées pour la montée, qui sont actuellement occupées par Laval et Grenoble. Je ne sais pas à quel point vous, dans le chat, vous suivez uniquement la Saint-Etienne ou un petit peu la Ligue 2 de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, Alex, pour toi, Laval et Grenoble, ça peut être les bonnes équipes surprises de cette saison, ou est-ce qu'ils sont là parce que c'est le début de saison, que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de points distribués et que ça va encore beaucoup évoluer? Bon, je viens de découvrir que Laval était en Ligue 2, donc ouais. Non, mais trêve de plaisanterie. Laval, ça ressemble aux tubes de fin d'été et de l'automne. Ouais. Attention avec les tubes, parce que on l'a vu avec Monty, ça peut traverser les générations, et Laval, en tout cas, pourrait tout à fait prendre de l'assurance dans ce championnat, montrer de belles qualités, trouver une belle synergie dans son équipe, et puis finalement faire déjouer aussi les gros. Faut pas oublier qu'on a vu des équipes monter en Ligue 1 qui restent des équipes surprises. Clermont-Ferrand est en Ligue 1, hein, et Clermont-Ferrand n'était pas franchement attendu en Ligue 1. Tout à fait. Donc pourquoi pas Laval ? Laval qui a une belle histoire aussi en première division, à l'époque où elle s'appelait comme ça. Voilà, après maintenant sur le papier, c'est pas eux qu'on attendait. Surtout pas après la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Mais il faut croire qu'on travaille bien à Laval, notamment au niveau du recrutement. Et puis encore une fois, une équipe, ça reste une addition de joueurs qui, à un moment donné, trouvent une complémentarité et une dynamique qui font que l'équipe va fonctionner ou pas. Mettre les meilleurs à chaque poste, c'est toujours mieux, mais ça garantit pas forcément que l'équipe fonctionne bien ensemble. On le voit de toute manière avec Saint-Etienne qui avait une équipe très, très intéressante l'année dernière et qui a fait une saison extrêmement mitigée. Donc pour moi, Laval, c'est une surprise, mais ça pourrait durer, pourquoi pas. Et puis Grenoble, ça fait aussi partie des équipes surprises. Il n'y aura pas que des équipes surprises en tête. Ouais. Donc une de ces équipes va retomber, à mon avis. Bah justement, dans le chat, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu votre podium à la fin de l'année de Ligue 2, si vous deviez vous mouiller au jeu des pronostics? Et il y a pas mal de suiveurs de Ligue 2 qui annoncent quand même Auxerre assez bien placé pour jouer la montée. T'en penses quoi, Sylvain, de Auxerre? Est-ce qu'il pourrait nous jouer des tours un petit peu dans cet objectif montée? Bah écoute, dans notre objectif descente, en tout cas, nous avait bien joué des tours, ça c'est une certitude. Ça, on s'en souvient bien, ouais. Voilà, non, franchement, Auxerre, c'est une équipe séduisante. J'aime beaucoup leur entraîneur, Christophe Pellissier, qui est à mon sens un entraîneur qui fait un super boulot. Je crains Auxerre, je crains Caen aussi, malgré tout. C'est une équipe qui va être solide, qui a un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 2, donc il faudra se méfier. En revanche, pour Laval, j'y crois pas du tout. Je pense que, comme l'a dit Alex, c'est le tube de fin d'été. Ils sont en surchauffe totale. Ils marquent que des buts à la 92e et à la 95e, dans un contexte où ils frappent en dehors du but et le ballon il revient je ne sais comment. Mais c'est une équipe qui est conditionnée pour jouer le maintien. Aujourd'hui, il y a 7 matchs, ils ont 16 points. Donc en fait, c'est juste formidable pour eux dans leur objectif de départ qui est de se maintenir. Et ils l'atteindront probablement largement plus vite que ce qu'ils auraient espéré, largement plus vite que la saison dernière. En revanche, pour Grenoble, je pense que c'est une équipe qui va embêter pas mal de monde. J'aime beaucoup ce que propose Vincent Ognon. C'est pas forcément un football très attractif. En revanche, c'est un football efficace. Avec les moyens qu'ils ont à Grenoble et avec les joueurs qu'il est allé chercher, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements à Grenoble quand même. Ce qu'ils produisent chaque saison en termes de résultats, c'est quand même nettement au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi, je trouve que le travail, il est très très honorable du côté de Grenoble. Et pour finir de répondre à ta question, je mets une grosse pièce sur Auxerre et Caen. Et évidemment, il y aura Bordeaux dans le lot qui sera pas forcément très loin non plus, parce que au même titre que nous, s'ils font pas les imbéciles, ils seront dans les 5 équipes qui joueront l'accession en Ligue 2. Karl, est-ce que le chat se mouille un petit peu au jeu des pronostics?
Oui, bah, déjà, il y a Badi Attitude qui demandait quel était le classement l'année dernière après cette journée, ce qui peut être intéressant pour voir si à l'époque Le Havre et Metz étaient déjà bien positionnés au classement, et même si évidemment chaque championnat a sa propre histoire. Et finalement, l'année dernière, c'était Bordeaux et Amiens qui trustaient les deux premières places du podium avec 14 points chacun, donc ce qui n'est pas très loin du Des 16 points classement actuels, actuel, ouais. des points actuels et des 11 points stéphanois. Et par exemple, Le Havre en a fait 12 à l'époque, donc seulement un point de plus que Saint-Étienne. À contrario, Laval était 14e avec 7 points. Sinon, au jeu des pronostics, il y a Jo42 qui est optimiste et qui voit Auxerre en premier, mais Saint-Etienne en deuxième, et qui voit Caen dans le top 5. Il y a Napsinté qui nous dit qu'il aimerait, il verrait plutôt Auxerre et Bordeaux entre les deux premières places et Caen en troisième. Calbé qui nous dit Grenoble, Caen ou Saint-Étienne pour la deuxième place. Auxerre, Caen, Grenoble, Bordeaux et Saint-Etienne en cinquième pour les Lilas. Et Céline qui nous dit Auxerre en premier, donc Auxerre qui remporte tous les suffrages. Hein. Caen en deuxième, Bordeaux en troisième, quatrième Grenoble et Saint-Etienne cinquième, donc toujours dans la course pour l'accession via les playoffs. Voilà. Donc il y a toujours quand même les mêmes noms de clubs qui reviennent, quoi. Ok. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on a fait un joli petit tour d'horizon de cette rencontre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Juste moi, je voulais rajouter que je suis convaincu que 3 a un effectif pour jouer le top 5 de cette Ligue 2 aussi. Mais malheureusement, à mon avis, ils n'ont pas un entraîneur qui leur permettra de faire ça. Mais je suis convaincu qu'en termes de qualité intrinsèque, l'effectif de 3 est vraiment intéressant. Tu le sais, Sylvain, et puis, Ouais. ouais, non, j'allais dire, et puis moi, je suis convaincu que tous les supporters lavallois à qui j'avais mis des paillettes dans les yeux, je suis convaincu que Sylvain les a rincés en 3 phrases. Merci Sylvain pour eux. Non mais regarde, on fait un état des lieux très simple. Il gagne contre Caen, il gagne 2-1 contre Caen, il marque à la 92 et Ouais, je sais bien. 95. Et ce week-end, il marque à la 88 ou 90e le but de la victoire. C'est une équipe qui est en surchauffe totale. Mais franchement, félicitations, tant mieux pour eux. C'est vrai. Ils prennent les points, ils ont 16 points, il leur en manque encore 26 et ils seront tranquilles pour cette saison. Oui, C'est j'allais dire. ça. Ouais, vas-y. Non, c'est ça. Non, ça, c'est tout. J'allais dire, Sylvain, tu es le chroniqueur parfait, tu m'offres la transition en parlant de 3. Donc le prochain match que nous avons à jouer, ce sera un match de la journée 9, du coup, puisqu'on jouera la journée 8 après la journée 9 pour des questions de Coupe du Monde de rugby. Bref, ne nous perdons pas dans ces explications. Mais nous allons affronter 3 et je vous affiche la composition en 4-3-3 qu'on a alignée contre Concarneau. Est-ce que vous verrez des changements, messieurs, sur cette composition de départ? Sylvain, on a peu parlé au final, on a pas mal parlé de la ligne défensive et de la ligne offensive, on a peu parlé du milieu de terrain. Bouchouari-Tardieu, a priori, commence à être un petit peu indéboulonnable. Est-ce que tu réalignerais Fomba? Qu'est-ce que tu ferais, toi, sur la composition de départ contre 3? Bah honnêtement, sur le 11 de départ, je vois seulement 2 interrogations possibles. C'est Fomba et Charbonnier. Pour le reste, j'ai du mal à comprendre comment Batles pourrait changer les 9 autres hommes. Voilà, je pense que les 9 autres hommes seront alignés. Maintenant, la question, Fomba ou pas Fomba, à savoir si on le remet. Moi, je pense que ce sera le cas. Ouais. Parce qu'il apporte un volume et une palette différente de Bouchouari et Tardieu. Et j'ai trouvé que l'entrée de Moefek avait été autant très bonne contre Caen, autant brouillonne contre Concarneau. Donc voilà, je pense que de toute façon Moefek est le choix numéro 4 parce que l'Aubry est en difficulté en ce moment et je le vois mal être aligné en tant que titulaire. Donc moi je pense que Fomba sera réaligné. Et après il y aura évidemment la question Charbonnier. Charbonnier, est-ce que Wadji sera là ou pas? Est-ce que Sissoko retrouvera une place de titulaire? C'est une excellente question. J'avoue ne pas avoir la réponse. Quoi qu'il en soit, Wadji ne devrait pas commencer titulaire vu qu'il revient de plus d'un mois d'absence. Ça serait quand même bizarre de le lancer tout de suite dans le grand bain. En revanche, voilà, Sissoko postule. Est-ce que l'idée de relancer Charbonnier et de réutiliser cette formule avec Charbonnier 1 heure et une demi-heure pour Sissoko qui finit le travail? Je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à me projeter. Il faudrait voir en fonction
en fonction de ce qui est proposé derrière. Je sais pas s'il joue à 3, s'il joue à 2, qui sont les hommes qui jouent. Je sais qu'il y a le jeune joueur formé à Lyon qui était très intéressant, qui joue à Bastia, là, Abdoulaye Ndiaye, que j'aime beaucoup. Derrière, qui est vraiment un joueur très puissant. Donc voilà, il faut penser aux personnes qui vont être alignées et trouver le moyen de leur faire du mal par les profils qu'on a au sein de l'effectif. Tu parlais de volume de jeu de Fomba. Justement, Alex, sur l'entrée de Mouefek, qui en apporte lui aussi du volume, toi, tu laisserais Fomba ou tu le remplacerais? Non, moi je laisserai Fomba par cohérence en fait avec un Ouais. milieu de terrain qui a besoin de vraiment de trouver des automatismes. Même si j'ai pas forcément adoré le match de Fomba, je pense que c'est un joueur qui a besoin de s'installer dans ce milieu de terrain. Il a des vraies qualités, hein, on peut pas lui enlever ça. Et Mouefek me semble encore à dégrossir. C'est un joueur qui est très généreux, qui a des gestes techniques assez incroyables par moment, mais que je trouve toujours, il joue toujours en rupture un petit peu. Et je trouve que c'est un excellent milieu de terrain pour entrer justement dans les 15-20 dernières minutes d'un match, qui est capable de s'arracher, qui est capable d'apporter une diversité de gestes. Mais Fomba me paraît plus rassurant sur le match, sur une durée plus longue dans le match. En revanche, s'agissant de Charbonnier et Sissoko, je ne vois pas Batles proposer une troisième fois de suite Charbonnier. D'abord parce qu'il a peut-être pas envie de mettre en difficulté Charbonnier, Ouais. qu'il s'est certainement déçu de ses prestations. Et on l'a vu dans ses sorties. Hein. Voilà, il sort la tête basse, on voit qu'il n'est pas satisfait. C'est un gars qui a 35 ans et qui sait tout à fait quand ça marche et quand ça marche pas. Parce que ça va commencer à devenir difficile d'expliquer à Sissoko que malgré tous les buts qu'il marque, c'est juste un super sub. Donc pour moi, Sissoko sera titularisé. Oui, malgré tout, même s'il y a des choses à revoir dans le jeu, on est obligé de voir aussi l'apport statistique de Sissoko et 5 buts en 7 matchs. C'est loin d'être négligeable. Tout à fait. Après, au-delà de ça, il y a quand même une donne sur Fomba, parce que je trouve que Fomba, il est en place, mais il est souvent discuté. Je sais pas si vous vous rendez compte, finalement, il est souvent aligné, mais il est souvent discuté. On se pose souvent la question Ouais. de savoir si Fomba, il doit être aligné ou pas, comme si c'était une interrogation permanente. Il n'empêche que Fomba, c'est pas un joueur qui prend la lumière, comme par exemple peut le faire Bouchouari. C'est pas un joueur qui va avoir des coups d'éclat, et encore qu'il en a eu un involontaire contre Caen qui nous lance bien dans ce match. Oui, en provoquant le penalty, Mais, ouais. exactement, mais n'empêche que c'est un joueur qui contribue à l'équilibre de l'équipe, qui a un gros abattage, qui a un gros volume, qui tactiquement est plus en place qu'un Moefek par exemple, qui va être plus ordonné, plus cohérent, plus organisé, voilà. Et je pense que dans cette Ligue 2 là, peut-être que des fois c'est mieux d'avoir des joueurs qui te rassurent comme ça, et c'est pour ça que Lamine Fomba est un joueur confirmé de Ligue 2 qui fonctionne en Ligue 2. Voilà, je sais pas si ça fonctionnera en Ligue 1. En tout cas, Ouais. on le discute souvent, mais il est là, il fait son truc, il sort, il dit rien. Le match d'après, il est là. Je trouve qu'on est rarement très déçu de Fomba. Alors on est rarement en extase aussi, on est bien d'accord. Mais il faut aussi des joueurs qui t'assurent un minimum et qui te permettent d'avoir une certaine sérénité, notamment au milieu, Bah, et notamment en Ligue 2. si on occulte son début de saison qui a été très compliqué, un petit peu le même raisonnement que pour Denis Sapia qui fait pas de bruit, mais qui fait ses matchs. J'enlève ses 2-3 premiers matchs de cette saison qui étaient vraiment pas bons, mais qui est toujours plus ou moins là, quoi. Dans le chat, mon cher Elkar Lusso, comment ça sent la composition face à 3? Écoute, il y en a qui optent toujours pour la continuité après deux victoires en 2 matchs. Il y avait justement toujours la même question autour de Charbonnier. Des Otopo qui préféreraient voir quand même Sissoko débuter. Et puis sinon, au milieu de terrain, il y a Jeff qui aimerait bien quand même voir Moefek à la place de Fomba. On nous demande quand revient Wadji, mais je crois que même le staff ne le savait pas avant de jouer Concarneau. Aubry, il faut l'envoyer en réserve. La question ne doit plus se poser. Bon, c'est un peu sévère, mais pourquoi pas. Ouais, c'est sévère. Ouais. Il y a Leïla qui me pose la question, mais là c'est peut-être un peu trop tard, mais juste, je suis la seule à avoir trouvé Bouchouari aux fraises en première mi-temps et bon en seconde. D'habitude c'était l'inverse, il progresse.
Moi, je suis volontaire pour remplacer Fomba, pas d'attitude. Il y a Joss qui joue la Madame Irma et qui nous dit, à mon sens, il alignera le même 11, sauf peut-être Sissoko pour Charbonnier. Et sinon, voilà, c'est tout. C'est à peu près l'état des lieux de ce qu'il dit dans le chat. Ok, je suis d'accord avec Joss, et il a raison, je veux pas jouer Madame Irma non plus, mais le seul changement, ça sera Sissoko, et c'est rassurant. Ça vous rassure pas, vous, de vous dire que à un moment donné, on est en train de voir une équipe qui se dégage, d'avoir voilà, des garçons qui vont enchaîner, ça s'installe. On a passé 5 matchs où on changeait 3-4 mecs du 11, c'est pas normal. C'était une des particularités de l'an passé aussi, c'est qu'on était une des équipes à avoir aligné le plus de joueurs d'Europe différents. Là, c'est vrai que si on arrive à trouver un petit peu une stabilité, c'est bon signe. Je trouve qu'en deuxième partie de saison, on en a aligné beaucoup moins. Le 11 de départ était beaucoup plus souvent le même, et on avait quand même quelque chose qui ressemblait plus à une ligne directrice. Voilà, chaque équipe, c'est rare quand même les équipes qui changent 4 mecs tous les week-ends. Alors quand à l'effectif de Manchester City, je veux bien, mais sans manquer de respect à Saint-Etienne, on en est très très loin. Ah ouais. Je veux juste rajouter un truc, c'est que effectivement, on a fait remarquer dans le chat, c'est que la semaine prochaine, on joue 3 matchs en espace prochaine, et ça peut être l'occasion justement à ce moment-là de voir. Alors attends, on t'entend plus, parle un peu plus dans ton micro. Ok, là on m'entend. Oui. Ce que je disais, c'est que la semaine prochaine, on joue effectivement 3 matchs en l'espace de 7 jours, et que ça sera peut-être l'occasion, à ce moment-là, notamment dans le match au milieu de semaine contre Dunkerque, de voir une rotation peut-être au milieu de terrain ou en attaque. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et tu dis qu'on n'a pas l'effectif de City, mais Benjamin Bouchouari, Phil Foden, moi je trouve il y a un truc, c'est un peu le même style. Il y a quelque chose. Tiens, je vous laisse me donner vos pronostics justement dans le chat pour le match contre 3. Et puis je vais vous le demander aussi à vous messieurs. Alex, tu vois quoi comme résultat la semaine prochaine, samedi prochain? J'ai envie de voir une victoire. On est sur une belle dynamique. Et puis les statistiques qu'annonçait tout à l'heure Sylvain, savoir quand même une équipe de 3 contre laquelle on a plus de chances peut-être statistiquement de faire nul ou de gagner que de perdre. Écoute, j'ai envie de croire en une 3e victoire de rang à l'extérieur. Je crois que dans l'histoire du club, il faudra qu'on regarde les statistiques, et je sais que Karl va regarder ça, ou sinon je regarderai. Mais ça n'a pas dû arriver depuis pas mal de saisons, parce que déjà faire 3 matchs à l'extérieur de suite, ça n'arrive pas souvent. Ouais. Donc voilà, je crois en une victoire de la S Saint-Etienne, 2-1. Et s'il faut annoncer des buteurs, Sissoko et puis Cafaro. Tiens, j'ai bien envie qu'il marque parce qu'il a fait 2 derniers matchs intéressants. Ça le récompenserait, ça c'est sûr. Ouais. Sylvain, tu donnerais quoi comme pronostic, toi? C'est le supporter qui parle, c'est qui? Les supporters, le supporter, évidemment que le supporter, il a envie de voir encore la SSE enchaîner et gagner, voilà. Après, je crains quand même aller gagner 3 fois à l'extérieur, c'est difficile, hein. C'est très difficile, hein. Sincèrement, au-delà de la forme qui est en train de revenir, c'est très très difficile de gagner 3 fois à l'extérieur. On verra. Je peux aussi penser que, au regard du contexte actuel, notamment avant le match contre Caen et Concarneau, que de jouer 3 matchs à l'extérieur, c'est peut-être bénéfique pour le club, parce qu'il y a moins la pression du chaudron qui commençait à s'agacer du début de saison. Donc on peut voir aussi les choses comme ça, quoi qu'il en soit. Voilà, moi j'ai peur qu'on ramène... Enfin, j'ai peur. Je pense qu'on ramènera qu'un point de 3. Ok. Voilà, on va faire 1-1 ou 2-2 et on ramènera qu'un point. Mais 7 points sur 9 à l'extérieur, ça reste un bilan très positif. Ça reste clairement pas si mal. On est d'accord. En tout cas, je répète ce que j'ai déjà dit, je suis convaincu que l'effectif de 3 est un effectif de qualité, mais ils ont un entraîneur qui n'est pas digne de cette équipe et qui n'est pas digne de la Ligue 2, même tout simplement. Ok. Karl, dans le chat, c'est quoi les pronos un petit peu qui sortent? Écoute, il n'y a pas d'attitude qui voit 7-1 pour Sainté, pourquoi pas. Okay. Sinon, 2-0 pour Sainté, 2-0 pour Sainté avec des buts de Sissoko et Bouchouari, ça c'est Jo42 qui prend les paris. 2-1 pour Sainté, 3-0, 3 buts de Bétro pour Jos Randall. 2-1 Sissoko et Bouchouari pour Céline. Enfin, c'est beaucoup d'optimisme dans le chat, parce que ça fait plaisir. On va le cas les dernières semaines.
Bah ouais, ça fait carrément plaisir. Restez bien avec nous, messieurs, dames, puisqu'il reste la dernière partie du Synthé Night Club, peut-être la meilleure partie du Synthé Night Club, puisque nous allons jouer ensemble. Je vous rappelle que cette année, nous avons mis en place un petit jeu, le SNC Challenge, où nos chroniqueurs s'affrontent. Vous pouvez bien sûr jouer avec nous. Alex et Sylvain, je vais vous demander de ne pas avoir le chat d'ouvert et de ne pas avoir de page Google ouverte, puisque je vais tester un petit peu votre culture sur l'AS Saint-Etienne. Vous jouez chacun pour une association et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points par émission fera gagner un joli chèque pour son association. Sylvain, tu joues pour qui ? Je joue pour l'association d'Aymen Mouefek Al-Wahab, qui a d'ailleurs fait une dernière action là. J'en profite pour en parler, qui a fait une dernière action suite à la terrible catastrophe qu'il y a eu au Maroc, avec une cagnotte qui a atteint plus de 15 000 euros, donc pour aider. Donc voilà, je trouve que c'est chouette qu'un joueur s'engage sur le plan humanitaire comme ça, et un gamin formé au club, qui aime le club, j'ai encore plus envie de l'encourager dans ça, donc voilà, c'est l'idée du choix. Parfait. Et toi, Alex ? Et moi, c'est les petits princes qui exaucent les rêves des enfants malades et qui ont bien besoin de ça pour lutter contre la maladie. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Très bien. Eh bien, messieurs, et vous aussi, vous jouez avec nous dans le chat. On commence avec une question d'enchère. C'est le cas de le dire. J'ai sous les yeux la liste des plus gros transferts de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Combien pouvez-vous me citer de joueurs sur les 11 plus gros transferts ? J'ai dit les 11 plus gros transferts pour avoir une équipe numérique complète. Attention, bien sûr, une erreur et le point va à l'adversaire, donc soyez prudents. Alex, combien sur les 11 plus gros transferts tu peux me citer de joueurs selon toi ? 3. Ok, Sylvain ? 4. Alex, est-ce que tu surenchéris ? Ouais, allez, on va aller à 5. Ok, 5. Sylvain ? Est-ce que j'y vais ou pas ? Tu peux laisser la main. Pas facile. J'essaye de réfléchir un peu et de me donner de l'élan pour voir si ça vaut le coup de réenchérir. Je vais lui laisser les 5. Ok, très bien. Alors Alex, je t'écoute pour 5 joueurs parmi les 11 plus chers de l'AS Saint-Etienne. Alors, Diony. Oui, pour 10 millions, transfert le plus cher. Alors, je nuancerai les montants quand même. 7 millions normalement. Bon, bref. Ok, oui. 10 millions. Alors, Diony, 10 millions, ok. Je pense, parce que en fait, c'est des joueurs offensifs que je vise. Je pense qu'on avait acheté. J'ai un doute, j'ai un petit peu truqué pour pas trop laisser la main à Sylvain, mais là je me rends compte que c'est piégeux. C'est long, présentateur. Allez. Alors attends, est-ce que Panov fait partie de cette liste ? Eh bien, c'est terrible, mais je vais devoir donner le point à Sylvain, puisque Alexander Panov est 12e du classement, avec 4,70 millions. Je précise que je me base sur la base de données de Transfermarkt. Alors, est-ce que je peux essayer d'en avoir 5 ? Ouais, vas-y, rapidement. Juste pour voir. Alors moi, j'aurais dit Diony. Ouais. J'aurais dit Beric. Ouais, 2e. J'aurais dit Tabanou. Tabanou est 7e, tout à fait. Bravo. J'aurais dit qui est-ce que j'aurais pu dire d'autre ? Soler Galtier, on a envoyé un peu des billets. J'aurais dit Selnaes. Non, peut-être moins. Eh bien, Selnaes, il est bien plus tard. Il est 24e avec 3,2 millions d'euros. Ok, Bergesio, alors peut-être. Bergesio, par contre, tout à fait, qu'on avait recruté pour 6 millions d'euros. Alors, je vous les donne. Loïs Diony, numéro 1, Robert Beric, numéro 2, Wabi Kazri, numéro 3, Bergesio, numéro 4, Cabella, numéro 5, Ilan, numéro 6, Tabanou, numéro 7, Cornier, numéro 8, Dioussé, Hassan Diouf, numéro 9, Boubacar Sanogo, numéro 10, et Blaise Matuidi, numéro 11.
Le point va donc à Sylvain. Désolé Alex, Panoff était Non, 12e. On passe à la deuxième question. Une question qui a l'air facile, mais je suis pas sûr qu'elle le soit tant que ça au final. En quelle année l'AS Saint-Étienne a-t-elle remporté son premier titre ? Tout confondu, hein, Coupe de France, Coupe de la Ligue, championnat. Ah, tout confondu. Tout confondu. Oh. Euh, 52. Alors 52 pour Sylvain, donc 52-53, j'imagine, ou 51-52. Oui. 52-53. 52-53, Alex ? Non, moi j'aurais dit 51. Mekloufi, la période Mekloufi, je sais pas si c'est par là, mais il me semble. Donc 51. 51-52 ? Non, 50-51. 50-51 ? Eh bien, Ouais, c'est ouais. Sylvain qui va remporter le point. Il est le plus proche puisque c'était en 1956-1957. Ah oui, bon, mais on a vu tout. Troisième question, je vais vous demander d'essayer de deviner de quel joueur je parle. Alors évidemment, dès que vous avez une idée, vous gueulez votre prénom et je vous donne la main. Je vous parle d'un joueur, évidemment passé par l'AS Saint-Étienne, un joueur pour qui la carrière a très bien débuté puisqu'il a remporté sa première C1 lors de sa première saison professionnelle à l'âge de 20 ans. Joueur très polyvalent, il pouvait prendre tous les postes en attaque, il est surtout connu pour l'esthétisme de son jeu et sa vista. Une bonne vitesse de course, le sens du dribble et de l'appui de ses partenaires lui faisaient marquer beaucoup de buts. Il avait aussi un très bon jeu de tête. Durant sa carrière... Alex ? Ah. Brandao. Brandao, non, ce n'est pas lui. Il a jamais gagné la C1. Je crois pas, ça me dit rien. Durant sa carrière, il est passé par le championnat de France, donc par l'Espagne et également par les Pays-Bas. Sous sa grosse tignasse blonde, il marquera 62 buts avec le maillot vert sur les épaules. En 2022, SoFoot le classe 121e meilleur joueur de l'histoire du championnat de France. J'ai le droit de répondre encore ou pas ? Ouais. Ou je suis mort ? Non, Johnny tu Rep ? peux. Johnny Rep, tout à fait. Coéquipier de Johan Cruyff en sélection, il participera à 2 finales de Coupe du Monde en 74 et 78. Mickey 3D a écrit et chanté une chanson en son honneur, c'est Johnny Rep bien sûr. Et donc Alex, tu marques un point. Quatrième question. C'est Estet qui m'a mis sur la piste de Brandao. Hein. Oui. Voilà. Je suis désolé, hein. J'ai dû faire hurler. Quatrième question, j'ai envie de terminer ce quiz avec Jérémy Janot et son record d'invincibilité à domicile. Pouvez-vous me dire combien de temps en minutes son invincibilité a duré ? Et évidemment, le plus proche gagne un point. Alors, je dirais... Je peux répondre en premier ou Vas-y. répond ? Alors, j'ai envie de dire 938. 938 minutes d'invincibilité à 938, domicile pour Jérémy Janot, pour Alex. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est 1500 et des brouettes. 1500. Alors je vais te demander un chiffre exact. Un truc comme ça. 1528. Ouais, je dois pas être très loin, c'est entre 1500 et 1550 à peu près. Eh ben t'es pas très loin, donc tu vas marquer le point là aussi, mais Leïla dans le chat avait la réponse exacte, puisque c'est 1534 minutes d'invincibilité à domicile, soit quasiment un an entre novembre et septembre, je crois, pour Jérémy Janot. Eh bien félicitations Sylvain, tu repars avec 3 points de ce quiz. Je vous affiche le classement juste avant le quiz de ce soir, et puis on va en profiter pour s'arrêter là. Je remercie Karl qui a été encore parfait ce soir. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Sylvain, c'était très agréable de faire cette émission avec vous. Merci à vous qui étiez présents dans le chat également, et puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer une potentielle victoire contre 3. Bonne soirée à tous et allez les Verts. Salut à tous, allez les Verts.